Alors, merci beaucoup pour cette présentation, Joël, et merci beaucoup de l'invitation de ce soir. Donc, vous allez vite comprendre que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, en fait, résulte d'un cheminement à la fois individuel et collectif de nos travaux de recherche depuis plus de 15 ans. Alors, pour ma part, en 2007, et dans un contexte de territorialisation des politiques culturelles et de concurrence accrue entre les collectivités à différents niveaux, la culture est devenue une ressource centrale de construction d'une identité et des supports d'attractivité des territoires. Et les collectivités développaient à cette époque de nouvelles stratégies dans le domaine culturel, mobilisant des acteurs divers, marqués notamment par la création d'événements culturels d'ampleur et qui pouvaient s'étendre sur des temporalités plus longues que celles d'un festival. On était sur des années culturelles, des saisons culturelles, etc. Et cela a donné lieu en 2007 à un ouvrage qui s'appelle, vous avez à l'écran, La mise en culture des territoires. Alors en 2007, pour ma part, j'étais en master recherche et mon master portait sur le placement de produits dans le cinéma français, donc une thématique qui me suit jusqu'à maintenant. J'ai poursuivi cette étude lors de mon doctorat en sciences de l'information et de la communication dans une thèse qui s'intitule Les insertions publicitaires filmiques dans le cinéma français contemporain, du filmique au cinématographique, que j'ai soutenu en 2010. Dans ce travail, comme dans le précédent et comme dans tous les suivants, vous allez le découvrir, je me suis vraiment focalisée sur la place des produits et des marques, mais dans la création. Donc, j'ai laissé de côté tout ce qui était données économiques, marketing du cinéma, et je suis restée vraiment du côté de la création des réalisateurs, de pourquoi, comment utiliser ces produits et des marques comme outils créatifs. Donc, sur cette période, j'ai publié un certain nombre d'articles scientifiques sur le sujet et un ouvrage que vous voyez à l'image, Les produits et les marques au cinéma, publié chez l'Harmattan en 2013. Et à partir de 2013, on a travaillé ensemble. On a mené notamment en juillet 2013 un colloque qu'on a organisé, un colloque international et interdisciplinaire qui a donné lieu à un ouvrage que vous avez à l'écran qui s'appelle La mise en scène des produits et des marques placées, représentation, signification publique. Et on a laissé de côté, comme aujourd'hui encore, les aspects commerciaux des insertions de produits et de marques, et on s'est concentré plutôt sur les problématiques de conception, mise en œuvre et répercussions sur les publics. Après 2013, on continue bien sûr à travailler ensemble, on continue chacune de notre côté à mener des travaux personnels. Moi, plutôt sur des recherches en lien avec le rapport sciences-société, et Delphine sur des recherches sur le placement de produits. On arrive en 2015-2018, donc j'ai mené avec d'autres chercheurs le projet Les Bobines de l'Est, voilà, qui s'intéressait à la Lorraine filmique, donc circonscrit vraiment à la Lorraine, et proposait l'étude mêlée de placement de produits et de placement de territoire. Dès 2020, avec Violaine, nous avons débuté le projet Materciné, donc Materciné pour marque, territoire et cinéma en Grand Est. Les Bobines de l'Est et Materciné sont des projets soutenus et financés par la région Grand Est, le CPER Ariane Vague 2 et Vague 6, donc contrat plan État-région, et les fonds européens FEDER. Alors, la temporalité de ce projet est en lien avec nos travaux antérieurs et actuels, et nos centres d'intérêt bien sûr, mais aussi en lien avec les reconfigurations territoriales de la région Grand Est. En 2015, cette région naît et a vu fusionner les anciennes régions et aussi, par exemple, a vu la création de la marque Lorraine en 2018. Si bien que les thématiques abordées par Materciné coïncident avec les préoccupations des acteurs publics, la construction de l'identité de la nouvelle région, tout en valorisant les spécificités, les atouts de chaque composante, les anciennes régions, les départements et les différentes marques territoriales. Donc Materciné, vous l'avez compris, c'est le prolongement des Bobines de l'Est, mais nous avons opéré, pour expliquer un petit peu, des choix différents. Les Bobines de l'Est mettaient le film au premier plan, le territoire au second plan. Avec Materciné, c'est l'inverse. On met davantage le territoire en avant et on fait un focus sur la notion de marque territoriale. Cela se ressent dans l'appellation même des projets, Bobines de l'Est, cinéma et territoire, Materciné, marque territoire et cinéma. Avec Materciné, nous changeons également d'échelle au niveau de notre corpus et c'est peut-être le changement le plus important. Nous passons d'une étude sur la Lorraine filmique qui comportait une 60aine de longs métrages à une analyse de la région Grand Est au cinéma. Donc on va en parler, mais plus de 350 films.
Alors, un des premiers aspects de notre travail, c'est d'avoir intégré des étudiants et différentes formations dans notre projet de recherche. Parce que notre travail se prête à cette interconnexion. On a notamment mobilisé des étudiants de 3 formations de l'UIT Nancy Charlemagne, donc la licence professionnelle création publicitaire, qui a été sollicitée pour la création de l'identité visuelle du projet et la création du visuel d'une des couvertures d'un de nos livres. Le BUT information communication des organisations avec les étudiants avec lesquels on a travaillé sur la stratégie digitale de notre projet. Et enfin, le BUT métier du multimédia et de l'internet. Et on a mobilisé des étudiants qui ont conçu plusieurs motion design ainsi qu'une vidéo pour l'exposition virtuelle qu'on vous présentera tout à l'heure. On a également travaillé avec des étudiants de master information communication. Ces interactions, bien sûr, nous permettent de sensibiliser les étudiants à la recherche universitaire tout en leur offrant un véritable cadre pour développer leurs compétences professionnelles. Alors, Matière ciné comporte 2 grandes dimensions et ça fait vraiment bien le lien finalement avec la première intervention de ce soir. Un aspect vraiment scientifique, matérialisé donc par la production de livrables tels que participation et organisation à des colloques, la publication d'ouvrages, la présence dans des séminaires, la publication d'articles scientifiques, etc. Et puis des dispositifs de médiation de notre recherche. C'est quelque chose qu'on a pensé immédiatement dès le départ du projet ensemble. Les 2 aspects de concert, la médiation n'est pas arrivée en second point, c'était vraiment les 2 aspects en même temps. Et là, nous allons développer un peu plus cet aspect-là et nous allons parler du site web, support de mode, base de données. Nous allons parler de parcours touristique, de table ronde, des projections, d'une exposition virtuelle en ligne et également de la publication d'un livre graphique. Et on a développé ces aspects assez rapidement ensemble. Alors, comme je viens de le dire, Matière ciné, c'est d'abord un projet scientifique qui se place donc du côté du territoire, même si notre communication ce soir ne va pas détailler énormément ces éléments, c'était important pour nous quand même de préciser un petit peu les choses. Donc, nous n'envisageons pas, on l'a expliqué, les enjeux économiques et financiers pour la région, pour les réalisateurs, ça c'est une autre recherche. Nous, on se concentre d'une part sur la mise en scène du territoire et son impact sur la création cinématographique, et d'autre part sur les représentations culturelles, politiques et médiatiques. Alors, sur l'aspect scientifique, donc on va passer rapidement, mais on a organisé un colloque international et interdisciplinaire en octobre 21, qui s'appelait La mise en scène des territoires et les stratégies de marque, essor et pratiques innovantes, avec 3 axes. Un premier axe que vous avez à l'écran, les stratégies de marque, un enjeu politique et économique. Dans l'axe 2, territoire, un outil créatif. Et l'axe 3, les marques territoriales, un impact médiatique et sociétal. Donc, on a le programme en ligne. On pourra revenir dessus si besoin. Nos travaux de recherche actuels sur cette thématique ont donné et vont donner lieu à des interventions donc dans des colloques auxquels nous avons participé. Donc, vous voyez les références à l'image. Des conférences aussi, donc on pourra revenir aussi sur ces éléments-là si vous le souhaitez. Lors de séminaires de recherche également que nous avons organisés ou dans lesquels nous sommes intervenus. Et nos travaux se matérialisent également par la publication donc de chapitres et d'articles scientifiques et par la publication également d'un ouvrage scientifique marqué territoire issu des contributions de notre colloque dont on a parlé juste avant. Et c'est cette illustration par exemple qui a été faite par les étudiants. Donc, ça vous donne un exemple un petit peu des productions des étudiants. Alors, le volet sur lequel on va développer ce soir, c'est le volet qui concerne les dispositifs de médiation scientifique. Nous sommes, Delphine et moi, très attachés au lien sciences-société, inscrivant l'université comme un acteur sociétal, et nous avons souhaité, dès le dépôt du projet, proposer des dispositifs de valorisation de la recherche associés à une mise en réseau des mondes universitaires et professionnels. Alors, petite présentation concrète, on va dire, de Matière ciné. Même si on s'intéresse d'abord au territoire, la matière première du projet, je pense que vous l'avez compris, c'est une base de données de films, une base de données que nous avons dû constituer pour nos recherches. Donc, un corpus de plus de 350 longs métrages projetés sur grand écran, projetés au cinéma, des films liés aux 10 départements de la région Grand Est.
Alors, je vais préciser un tout petit peu. On prend bien en compte les longs métrages de fiction. Donc, ça veut dire pas les documentaires, pas les courts métrages, pas les séries télé, pas les téléfilms, pas les directs vidéo, les streamings. Vraiment, les longs métrages qui ont été diffusés en salle. Sauf une petite exception, mais j'y reviendrai tout à l'heure quand même. Évidemment. Nous prenons en compte les films tournés en région, bien sûr, c'est ceux auxquels on pense immédiatement, mais pas que. Les films qui évoquent la région mais qui ne la montrent pas nous intéressent aussi. On y reviendra un petit peu plus tard aussi. Et qu'est-ce qu'on regarde dans tous ces films une fois qu'on les a repérés? Eh bien, nous allons déjà observer la nature du placement territorial. Est-ce que ce placement il est visuel? Est-ce qu'il est sonore? Est-ce que ça passe par des mentions écrites à l'image? Donc, comment le territoire est présent finalement dans le film? Et on va étudier aussi ce qui est présent du territoire dans le film. La région en intégralité, c'est assez rare. Une ville, un village, un lieu-dit, un monument, un bâtiment, un personnage, un blason, un panneau routier. Enfin, vous allez voir que c'est très varié. Et on va scruter toutes ces insertions territoriales. Enfin, nous analysons aussi, et ça a été un gros point d'analyse pour nous, la façon dont le territoire, au sens large, comme je viens de le dire, est mis en scène. Parfois, il est très explicite, et dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire tout va bien, mais parfois, il est masqué ou encore maquillé, ce qui peut nous poser des problèmes d'identification et donc d'analyse. À partir de ce corpus, nous avons donc créé un site internet qui s'appelle materciné.com, qui constitue un catalogue inédit de longs métrages de fiction représentant la région Grand Est. Ces données sont en accès libre, gratuit, et sont présentées par ordre chronologique, comme vous pouvez le voir. Donc, on a fait des petites, comment dire, des petites 5 sections, voilà, chronologiques. Nous avons également commencé, je dis bien commencé, à recenser les longs métrages qui accueillent des produits régionaux dans leur diégèse. Les champagnes, les bières, les eaux, les spécialités culinaires fabriquées en Grand Est. Je dis bien commencer parce que imaginez le nombre de scènes où on voit du champagne dans un film, quelle que soit sa nationalité. Le chantier est vaste. Nous cataloguons aussi les médias régionaux placés dans les films et pour l'instant essentiellement des journaux. Alors, sur le site, outre la base de données des films, vous trouvez une cartographie interactive des lieux de tournage en région. Donc, en naviguant et en zoomant sur certaines zones, vous pouvez découvrir les différents tournages qui s'y sont déroulés et lire un certain nombre d'informations et d'anecdotes. Et les 10 départements de la région sont représentés. Nous proposons aussi une exposition virtuelle accessible gratuitement depuis le site, à travers donc près de 130 illustrations créées à partir d'une sélection de longs métrages de fiction produits entre 1899 et 2020. On invite le visiteur à explorer plus de 80 films et parcourir les 10 départements de la région Grand Est. Donc l'idée, c'est de découvrir finalement comment le cinéma s'approprie des lieux de tournage, des produits locaux, des personnages emblématiques, comment il met en valeur la richesse culturelle, patrimoniale, historique et territoriale du Grand Est. Alors l'exposition s'ouvre sur une vidéo de présentation qu'on vous propose de découvrir maintenant. Donc c'est 3 minutes avec les motion design réalisés d'ailleurs par les étudiants dont nous avons parlé.
Alors, notre exposition est découpée en 7 grandes parties thématiques que vous avez à l'écran. Alors, on n'est pas du tout dans un catalogue, hein, comme peut l'être notre base de données sur le site web. On a fait des choix, en fait, en fonction de ce que l'on voulait montrer au prisme des résultats de notre recherche. Ainsi, la structuration de l'exposition ne suit pas l'ordre chronologique des films, comme l'est la base de données, et n'a pas été pensée par territoire, mais par entrée thématique qui mêle les territoires et les temporalités différentes avec une confrontation des éléments et l'extraction des représentations. Alors, avant d'entrer un peu plus dans le détail de ces 7 parties, cette thématique, je voulais juste revenir sur les choix graphiques. Vous voyez depuis le début qu'il y a beaucoup de jaune, de noir et de blanc dans notre projet. Alors, c'est vrai que c'était important de revenir sur les illustrations. Et là, vous voyez qu'on est parti de l'image d'un film et qu'on arrive à une illustration. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, tout simplement, pour chaque image, et il y en a beaucoup, si vous parcourez le site, l'exposition ou l'ouvrage, vous verrez qu'il y a beaucoup d'illustrations. Donc, pour chaque image, on fait un arrêt. On choisit l'image dans le film qui nous paraît la plus symbolique par rapport au territoire. Et après, on travaille avec un graphiste, Théo Delépine, qui est sur Nancy, hein, et qui réalise chaque illustration avec donc les couleurs de notre charte graphique. Le noir et blanc qui renvoie au premier temps du cinéma et le jaune qui renvoie à la lumière du 7e art. Voilà, donc c'était important de parler de ce travail-là où en fait l'usage de ces 3 couleurs permet de mettre vraiment en exergue les éléments du territoire qui nous semblent les plus importants. Donc chaque partie de l'exposition, elle est introduite par une illustration animée en motion design. Vous en avez vu certains extraits dans le teaser juste avant. Et l'idée pour nous, c'était finalement de redonner du mouvement dans une image fixe pour retrouver l'idée du cinéma. Donc on part d'images animées, on en choisit juste une image fixe, on en fait une illustration. Cette illustration, on lui redonne du mouvement pour revenir à la source du cinéma, mais dans une version un petit peu plus poétique. Voilà, donc voilà, c'était important que vous connaissiez un petit peu cette démarche artistique derrière le projet. Alors, le choix de navigation et de contenu dans l'exposition. Donc, en fait, pour chaque partie, on a un mur d'illustration, comme si vous rentriez dans une pièce, en fait, de musée. Voilà, vous avez avec les différents tableaux, les différentes illustrations. Et ça permet donc une vision globale de l'ensemble des différents tableaux qui illustrent la thématique que l'on veut souligner. Pour chaque image, donc le visiteur a la possibilité de zoomer
pour avoir l'image en plein écran et ensuite pour avoir les détails de l'illustration. Ça lui permet de s'approcher au plus près, exactement comme le visiteur le ferait d'un tableau dans une exposition physique pour s'en approcher. On peut ensuite cliquer sur « En savoir plus » qui permet d'ouvrir un espace de plusieurs fenêtres et on retrouve l'illustration en petit. On a une zone de texte, comme vous le voyez là, qui contient le synopsis du film ainsi qu'un premier niveau de texte explicatif. Dans celui-ci, on a également accès à la fin à un lien pour accéder à la fiche complète du film sur notre base de données. Donc, ça renvoie donc au catalogue. Et en fonction des illustrations, le visiteur peut découvrir des contenus supplémentaires. Par exemple, en dessous de l'illustration, vous avez la cartographie qui pointe un lieu et en cliquant sur l'épingle, le visiteur affiche des informations complémentaires en lien avec la localisation géographique. Parfois, on trouve un second niveau de lecture du texte avec des témoignages ou des interviews du réalisateur, des extraits de reportages sur les tournages ou encore des anecdotes de tournage. Enfin, certains tableaux sont encore plus développés, on avait de la matière pour le faire, comme ici avec un tableau dans le film « Il y a longtemps que je t'aime » de Claudel, où nous avons l'illustration, le premier texte avec le synopsis et des informations sur le tournage, un commentaire du réalisateur concernant le tableau filmé, et là, comme vous voyez à l'écran, un extrait audio d'un entretien avec le réalisateur, donc Philippe Claudel, à propos de cette séance filmique. Donc, pour résumer, sur chaque image de l'exposition, le visiteur accède à des contenus qui mêlent des descriptions et ou des explications de la scène filmique, cadrage, rôle dans la narration, des informations sur les caractéristiques du lieu de tournage, les intentions du réalisateur quand on arrive à les avoir, et les regards médiatiques éventuellement sur le film. Il s'agit donc d'une mise en lien, d'une mise en tension, d'éléments dispersés et de contenus que l'on a produits sur le Grand Est au cinéma. Le résultat aboutit à une production de sens inédit, à des connaissances augmentées et croisées et à une localisation unique dans un espace unique. Alors, on vous propose maintenant de détailler les différentes parties de l'exposition, en commençant par les premiers temps du cinéma, et c'est là qu'on a nos entorses. Nous avons découvert, grâce à ce projet, et là, c'est des petites pépites, effectivement, on en est quand même fiers, que dès le tout début du cinéma, 1899, les opérateurs des Frères Lumière avaient filmé le Grand Est. Ils ont notamment filmé in situ la place Stanislas de Nancy, le marché la cathédrale de Reims, Fontaine d'Argence de Troyes, la maison de Jeanne d'Arc à Domremy et d'autres. Donc voilà, donc là c'était vraiment important pour nous de faire cette entorse parce que quand même si on n'est pas sur des longs métrages projetés au cinéma, c'est intéressant d'avoir cette mémoire-là. Ces films sont quand même des documents. Oui, c'est moins d'une. Oui, c'est 39 secondes, souvent, voilà. C'est assez calibré, c'était le temps de la pellicule, en fait, de film de l'époque. Donc, ces films sont des documents exceptionnels qui nous plongent dans la vie du 19e siècle et qui nous montrent que dès les prémices du 7e art, il y a une volonté vraiment de mettre en valeur et de promouvoir des lieux phares de la région Grand Est. À la même époque, le Grand Est est également présent dans le cinéma de Méliès, qui réalise en studio une fiction sur le personnage de Jeanne d'Arc et un film promotionnel sur le champagne Mercier. Donc aujourd'hui, ces documents ont une valeur documentaire et historique car dès 1899, encore une fois, territoire et cinéma sont liés, y compris chez nous en Grand Est. Donc voilà, donc on a ces petits films qui viennent compléter nos longs métrages. Alors, la deuxième thématique de notre exposition est intitulée « Des lieux mis en lumière ». Donc, quand on pense région dans un film, on imagine immédiatement des lieux qui servent de décor, qui accueillent les personnages, qui contextualisent l'intrigue. Et nous proposons un découpage de cette partie-là en 4 sous-parties. Tout ce qui concerne les villes, villages et lieux-dits, tout ce qui concerne les édifices emblématiques, tout ce qui concerne les forêts, lacs et campagnes, et tout ce qui concerne les mentions écrites. Alors, les 4 illustrations à l'écran représentent les 4 sous-parties de cette section. Donc, en haut à gauche, vous avez les villes, villages et lieux-dits qui représentent une importance variable en fait en fonction des choix du réalisateur. Ils constituent un lieu essentiel de l'histoire racontée et où au contraire ils sont complètement anecdotiques dans la construction du récit. Les réalisateurs, parfois originaires du territoire, souhaitent ancrer leur fiction dans des endroits symboliques de leur vie. Pour leurs habitants et ceux qui connaissent les lieux, ils sont facilement reconnaissables à l'écran et permettent de créer un lien spécial avec le film et ses personnages. Donc, à l'écran, vous avez le village de Vanier dans les Grandes Gueules. Parfait. Pour ajouter un petit détail,
détails sur ce film, on voit que les habitants ont été très marqués en fait par ce tournage, puisque même 50 ans après le tournage du film, le village a recréé la célèbre fête des bûcherons, qui est une scène clé du film. Et donc ils ont recréé cette scène-là pour se remémorer le tournage. Alors la seconde partie concerne les lieux emblématiques. Donc là, je vous demanderai de regarder l'image en haut à droite. Donc ça peut être des cathédrales, basiliques, châteaux forts, viaducs, des gares, des places, des fortifications, des piscines, des événements. Là aussi, c'est très large. Et à chaque fois, ces lieux emblématiques soulignent la singularité régionale. Donc les réalisateurs mobilisent des éléments architecturaux qui géolocalisent réellement l'action filmique et qui sont par ailleurs immédiatement reconnaissables par les spectateurs. Donc, dans La Grande Illusion de Renoir en 1937, donc en haut à droite, il y a de nombreuses scènes qui ont été tournées à l'intérieur du château du Haut-Königsbourg, qui est un haut lieu alsacien. Alors, sur la troisième sous-partie, qui concerne forêt, lac et campagne, on a bien sûr des réalisateurs qui utilisent les forêts et lacs des Vosges très fréquemment, la campagne ausienne, la campagne ardennaise, la campagne haut-marnaise et les vignobles alsaciens qui sont dépeints par les réalisateurs comme des lieux qui souvent incarnent beauté et immensité. Tous les éléments sensoriels de ces paysages naturels, que ce soit les couleurs, les odeurs, la lumière, sont mobilisés par les réalisateurs pour provoquer des émotions, tantôt lyriques, tantôt dramatiques ou encore teintées de liberté. Quelques films s'appuient sur une opposition ville-campagne, d'autres défendent les spécificités du monde rural. Dans son film Perdrix, donc l'image que vous avez en bas à gauche, Erwan Leduc, en 2019, choisit de tourner son film dans la nature vosgienne et de faire de cet environnement un personnage à part entière de son film. D'ailleurs, nous voyons sur l'illustration la scène finale qui a été tournée au lac des Corbeaux à la Bresse et qui est symbolique de l'ambiance du film. Dernière image, en bas à droite, ça permet de mettre en lumière des lieux par l'utilisation de mentions écrites. Le grand test cinématographique prend la forme d'éléments textuels placés dans l'image et qui positionnent l'action. Ça peut être des immatriculations de voitures, des panneaux de signalisation, des blasons, des enseignes, des cartes, etc. À l'image, vous voyez un panneau de l'entrée de la ville de Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne, dans le film Un amour de pluie de Brialy en 1974, dans lequel les deux personnages principaux séjournent à Vittel et visitent la région, notamment la Croix de Lorraine à Colombey-les-Deux-Églises. Des alcools, des eaux de source ou minérales, des biscuits, des bonbons sont autant de références aux productions régionales du Grand Est dans le 7e art. Elles caractérisent et qualifient les origines territoriales des personnages comme celles des réalisateurs. Alors, dans la première image du film, on aurait pu mettre les bergamotes de Amélie Poulain, mais nous avons choisi l'illustration du film Main dans la main, réalisé par Valérie Donzelli en 2012 et qui a des origines meusiennes. Elle met en scène un produit qu'elle connaît bien pour l'avoir consommé pendant toute son enfance, donc la Madeleine de Commercy, et utilise en même temps la métaphore de la Madeleine de Proust, finalement, dans son intrigue. Dans la deuxième image, Thierry Lhermitte, dans le film Joyeuse retraite en 2019, tient dans ses mains le journal L'Éclair. Et cet élément est un marqueur spatio-temporel dans la mesure où le tournage a eu lieu à Troyes et le réalisateur a voulu que ça se voit fortement dans tout le film. Dans la troisième image, en bas à gauche, nous voyons une scène de préparation d'un repas. Et comme nous l'avons expliqué précédemment, le film, donc Un amour de pluie, se déroule dans la région de Vittel. De ce fait, en cohérence, une bouteille d'eau minérale de Vittel est présente sur la table et les personnages lisent le journal L'Est républicain. Enfin, l'image du film Les Barbouzes montre une pancarte pour la bière de Lorraine, la Nancéenne, avec une présence de la Croix de Lorraine et un verre estampillé Cronenbourg. La quatrième partie de notre exposition est consacrée à l'art et la culture. Les réalisateurs exposent dans leurs films une variété de productions artistiques, on passe d'Émile Friant à la culture punk, et mobilisent des espaces culturels significatifs, pour citer deux exemples, la Villa Bergeret à Nancy ou encore la scène nationale Le Carreau à Forbach. Cette thématique se retrouve donc dans des œuvres picturales, dans des lieux et dans des traditions locales. Alors là, vous voyez en grand à gauche un tableau de Victor Prouvé, Vision d'automne, qui est présent dans le film Les âmes grises d'Ivangelo en 2005. À plusieurs reprises, en fait, dans le film, le tableau occupe vraiment toute l'image filmique. C'est une insertion finalement qui dénote de la richesse et de la puissance du personnage du procureur dans le film. Au niveau des lieux, nous
nous avons illustré cette insertion avec une image d'Il y a longtemps que je t'aime réalisée par Philippe Claudel, où on voit les deux personnages sortir du caméo Saint-Sébastien en cœur de Nancy. Et enfin, pour les traditions locales, nous avons choisi une image tirée du film La Bonne Épouse, réalisé en 2020, où on voit le personnage central qui tient de la faïencerie de Lunéville. Et dans le film aussi, cité la cristallerie Saint-Louis dans les dialogues. Alors, la 5e partie de notre exposition se focalise sur l'histoire. Alors, fort de son passé historique, le Grand Est inspire les cinéastes pour la réalisation de longs métrages de guerre, parfois centrés sur des figures historiques. Mais terre de conflit, terre minière et sidérurgique, les stigmates et les cicatrices des paysages nourrissent la création cinématographique. Les films exposent la vision des cinéastes sur des époques révolues et leur impact sur les hommes. Ces fictions entretiennent autant qu'elles modèlent la mémoire collective. Donc, le Grand Est est un territoire mobilisé dans les fictions de guerre. De la guerre 14-18, les cinéastes racontent tant les affrontements que l'après-guerre dans sa dimension mémorielle. L'illustration à l'écran représente la désignation du soldat inconnu dans La vie et rien d'autre de Tavernier en 89. De la guerre 39-45, les films traitent d'aspects plus variés. Conflits militaires, prisonniers de guerre, résistance, vie des civils sous l'occupation, nazisme et camps de concentration. Et à l'image, vous avez le camp de concentration de Struthof en Alsace dans Le Bal des Maudits, un film de 1958. La connotation théâtre de guerre du Grand Est permet aux réalisateurs de concevoir des films portant sur d'autres conflits aussi. Napoléon, guerre de 1870, guerre d'Algérie. Du drame à la comédie, les longs métrages de guerre s'autorisent plus ou moins de liberté avec la vérité historique. Personnage emblématique de la région, Jeanne d'Arc est une figure très présente au cinéma. De la simple évocation au lieu de mémoire et de pèlerinage comme personnage principal ou dans le cadre d'une fresque historique. À l'écran, une représentation de Jeanne d'Arc sous les traits de Sandrine Bonner dans le film Jeanne la Pucelle réalisé par Rivette en 1994. Et Jeanne d'Arc n'est pas le seul personnage historique originaire de la région à habiter le cinéma. Citons à titre d'exemple Le Général de Gaulle, un film de Le Beaumain en 2019, ou encore les poètes Rimbaud et Verlaine. Un autre marqueur fort du territoire grand Est, c'est celui de son passé minier et sidérurgique. De la vallée de la Fensch au bassin minier forbacois, les réalisateurs définissent la temporalité de leur scénario pendant la période florissante des industries minières et sidérurgiques, ou encore lorsqu'elles déclinent ou disparaissent. Usines, hauts fourneaux, mines de charbon, en activité ou vestiges du passé, attestent d'une activité économique et sociale caractéristique du Grand Est et dessinent des paysages austères. Dans les cités minières comme dans les usines, la vie est montrée rude. À l'écran, une représentation de la Vierge de Hayange dans le film L'héritier de Philippe Labro en 1973. Et pour l'anecdote, cette statue a suivi plusieurs restaurations, dont une majeure en 82. Et Jean-Paul Belmondo, acteur principal du film, a fait partie des donateurs qui ont rendu possible cette rénovation. Passons à notre 6e partie. Et notre 6e partie s'interroge. Le Grand Est est-il un lieu de tournage ou un lieu de récit? On trouve des histoires localisées en Grand Est, tournées ou non sur place, et des tournages réalisés en Grand Est pour des histoires localisées ailleurs. Les réalisateurs souhaitent transmettre l'idée du territoire régional sans pour autant que le tournage y soit réalisé. Il est évident que la présence à l'écran de la place Stanislas, par exemple, ne laisse aucune incertitude quant au lieu filmé. On va voir que ce n'est pas toujours le cas. Alors, prenons l'exemple du film Une enfance réalisé par Philippe Claudel en 2015. Vous voyez l'image à gauche, où toute l'action se situe à Dombasle-sur-Meurthe. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais on voit énormément Dombasle, sa ville natale et son lieu de résidence actuel. Alors, Dombasle-sur-Meurthe n'est pas forcément une ville connue du grand public, en dehors, en tout cas, de la région peut-être, proche de Nancy, mais le réalisateur a appuyé ce placement territorial par des mentions écrites et sonores. À l'image, ici, vous voyez Jimmy, personnage principal, qui est un enfant, devant sa maison, de la rue Hélène. Donc voilà. Et cette rue, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été détruite finalement juste après le tournage en 2014. Alors, on a interrogé un petit peu Philippe Claudel par rapport à cette rue et il nous a expliqué l'importance de ce lieu dans sa vie comme dans son film. Je le cite. Très clairement, il y avait une dimension patrimoniale pour moi. C'était important pour moi de garder la mémoire, dans un film, de cette rue, à laquelle évidemment beaucoup de Dombaslois étaient attachés, soit pour y avoir vécu, soit pour la connaître.
Alors, il y a des tournages en Grand Est, mais l'histoire se situe ailleurs. Pour s'assurer une meilleure projection et adhésion du spectateur, le réalisateur cherche parfois des décors génériques qui traduisent un environnement précis, une ambiance particulière. La campagne, une ville de province, un zoo, une forêt, sans donner d'indices pour son identification. Dans d'autres cas, les lieux sont travestis pour correspondre en tout point au scénario. C'est le cas du village meusien de Marville, dans le film Suite française de 2014, qui a été complètement transformé pour le tournage. Le cinéma permet cette illusion et rend ainsi la reconnaissance difficile pour les spectateurs. Enfin, dernière partie de notre exposition, les films internationaux. Et oui, la région intéresse les réalisateurs du monde entier pour ses particularités et singularités telles que, on l'a dit, l'héritage de son passé, les richesses de son patrimoine et de sa culture, l'excellence de ses produits. Le cinéma représente une belle opportunité communicationnelle de rayonnement et de diffusion du territoire dans toutes ses dimensions. Alors, vous voyez dans le diaporama la liste des acteurs et réalisateurs de renom qui ont tourné en région Grand Est. Allez, je cite quelques noms quand même. Stanley Kubrick, Leonardo DiCaprio, allez, on fait le lien, voilà, Steven Spielberg. Et puis pour citer 3 films, allez, un peu au hasard aussi, La Reine des Neiges. Oui, oui, vraiment, le Disney. Le Seigneur des Anneaux ou encore Jurassic Park et la saga des James Bond. C'est pas beau tout ça? Alors par exemple ici, on a fait le zoom sur deux films. Un film qui présente un produit de la région Grand Est, donc l'excellent champagne Moum Cordon Rouge dans Casablanca, réalisé par Curtis en 1942, ou encore Miyazaki, sur le devant de la scène en ce moment, ici pour son film Le Château ambulant, réalisé en 2004. Alors, on sait qu'il tire son inspiration de l'ambiance des villages alsaciens et il s'est rendu plusieurs fois là, à Colmar, à Rigvire, et il s'est inspiré de l'architecture traditionnelle et de l'ambiance rurale pour créer son film. Alors, on en a fini avec l'exposition, mais cette exposition est un prolongement livresque avec la conception et l'écriture d'un livre graphique qui construit la narration de l'exposition en mettant en récit les différents éléments qui la constituent. Il constitue un objet mémoire sur la présence de la région Grand Est dans les films cinématographiques. Alors, de 1898 à 2020, on s'est arrêté à 2020 parce que bon, il fallait bien s'arrêter un moment, mais on continue à alimenter notre base de données, mais l'exposition et le livre, on a arrêté le travail sur les films jusqu'à 2020. L'objectif est qu'il contribue à la conservation patrimoniale de notre travail. Alors, le livre est préfacé par Philippe Claudel, auteur et réalisateur originaire et habitant du territoire, et qui marque un attachement profond pour la Lorraine et plus globalement pour le Grand Est. Il s'agit d'un bel objet esthétique qui mis en valeur par des illustrations et de par son format, son papier et la qualité de l'impression. On a une structuration identique à notre exposition virtuelle, mais des modalités d'interaction différentes avec le lecteur. Par ailleurs, je vais essayer de faire court parce qu'il nous reste peu de temps. Nous avons conçu plusieurs parcours touristiques pour favoriser la découverte ludique de la région Grand Est par les lieux de tournage emblématiques. Donc, 2 parcours sont présents sur notre site, Nancy au cinéma, qui est un parcours circonscrit à la ville, donc qui se fait à pied ou en trottinette. Et un parcours sur les traces de Claire Burger, donc un parcours au périmètre plus large par département et sur plusieurs départements pour une visite plutôt en vélo ou en voiture, autour cette fois du travail d'une réalisatrice. Depuis juillet 2022, Materciné est en partenariat avec Destination Nancy, de la métropole du Grand Nancy, qui nous accueille aujourd'hui. Conception et mise en ligne en fait sur l'application Circuit d'un parcours Nancy au cinéma qui n'est pas le même que celui sur notre site, il a été raccourci. Ce parcours invite à découvrir les lieux de tournage de 7 longs métrages de fiction diffusés en salle, tournés entre 1995 et 2020, et la petite vue des frères Lumière de la place Stanislas en plus. Donc ce circuit permet notamment de parcourir l'ensemble UNESCO constitué des 3 places, place Stanislas, place Carrière, place d'Alliance, en portant un regard inédit sur celui-ci à travers la mise en scène filmique de grands réalisateurs. Donc ce circuit comporte 15 étapes pour 1h30 à pied environ, voilà, pour les plus courageux. Donc ce parcours, il est présenté dans le guide touristique de la métropole, Visite Nancy, sorti le 13 juillet 2022. Il a été valorisé sur l'application Circuit, dans la newsletter grand public, sur son blog et ses réseaux sociaux. Vous voyez un petit peu comment il se présente.
Alors, toujours dans le cadre de nos actions de médiation scientifique, on a, et dans le cadre d'un partenariat avec le Parc Sainte-Croix, et lors des premiers entretiens de la biodiversité en juin 2021, on a réalisé une exposition sur les forêts du Grand Est au cinéma. Et cette exposition comportait 6 panneaux qui ont été visibles au Parc Sainte-Croix jusqu'en novembre 2021. Cette exposition permettait de faire découvrir pourquoi et comment quelques longs métrages, donc de 1960 à nos jours, tournés en Grand Est, donnent à voir nos forêts. L'objectif commun était de faire partager des connaissances, de faire découvrir un univers et de sensibiliser le grand public à des thématiques scientifiques au cœur des préoccupations sociétales. Toujours dans le cadre de ce partenariat, le Parc Sainte-Croix a accueilli une table ronde mater-ciné autour de la thématique marque et territoire en octobre 2022. Cette table ronde a rassemblé chercheurs, spécialistes, personnalités reconnues, professionnels des mondes socio-économiques, publics et privés. Donc vous avez les noms à l'écran. Elle a pour objectif de faire dialoguer les savoirs universitaires et professionnels. Et cet événement d'importance a marqué la fin de notre contrat et été ouvert à l'ensemble de nos partenaires. L'UGC Cinécité Ludre Nancy, un autre partenaire Mater-Ciné, donne une visibilité à notre projet, notamment par la présence d'une affiche Mater-Ciné dans le hall du cinéma de Ludre. Le cinéma nous offre surtout la possibilité d'accéder aux avant-premières des films et de pouvoir rencontrer acteurs et réalisateurs, ce qui est absolument primordial pour notre travail. Je peux dû rester peut-être là-dessus. Voilà, Mater-Ciné s'est associé de ce fait à l'avant-première du film Le Visiteur du Futur, réalisé par François Descraques en août 2022 et en sa présence. Donc, on a eu le privilège de rencontrer le réalisateur, de nous entretenir avec lui. Il a notamment évoqué la success story du Visiteur du Futur et l'engagement des fans. Nous avions également réalisé des cartes communication, un petit visuel exprès pour le film qui avait été distribué à l'ensemble de la salle. Également, ce jour-là, les 500 spectateurs ont pu découvrir le projet Mater-Ciné à travers la diffusion de la vidéo de présentation, donc projetée sur grand écran. Et nous avons également profité de cet événement pour mettre à l'honneur un autre partenariat avec les biscuits Marinette, les petits biscuits bavards. Donc des biscuits, des petits gâteaux qui ont été dédiés au film. Donc vous voyez Mater-Ciné, le Visiteur du Futur, ou encore Mater-Ciné, le Grand Est au cinéma. Et quelques chanceux spectateurs ont gagné un coffret de 5 biscuits lors de la soirée. Voilà, donc toujours dans le cadre de nos actions de médiation, on est présent sur des séances de dédicaces ou des salons du livre. Donc on est allé, Librairie Genève à Saint-Dié, au Salon du Livre de Toul, au Livre sur la Place et au Festival international de géographie. Nous sommes intervenus également dans de nombreux médias, presse, radio, télévision. Voilà, on va faire assez vite sur cette partie. Vous retrouvez toutes nos actualités sur le site internet materciné.com. Voilà, et puis ce projet, il n'aurait pas pu voir le jour sans les partenaires, nos financeurs et les partenaires avec lesquels nous avons travaillé, donc notamment notre laboratoire de recherche, bien sûr, notre composante de rattachement pédagogique, l'IUT Nancy Charlemagne. Merci Samuel, qui est présent dans la salle. Soutien très important de notre composante de formation et de notre labo de recherche, et puis donc des différents partenaires qu'on a évoqués tout au long de cet exposé. Merci à vous. Merci.